Puis-je jouer du piano pour manger? Ils se moquèrent sans savoir qu'elle était la fille d'une légende vivante. Imaginez une petite fille de 9 ans, Sophie Duval, entrant dans le grand hôtel Le Meurice à Paris, vêtue de haillons sales, les chaussures trouées, traînant un sac à dos usé qui contenait tout ce qu'elle possédait au monde, un monde fait de misère et d'abandon. Les invités milliardaires, ces élites arrogantes en smokings et robes de soirée scintillantes de bijoux, la regardèrent avec un dégoût absolu, murmurant des insultes à voix basse, comme si sa simple présence souillait leur univers de luxe artificiel. Comment osait-elle, cette gamine des rues, profaner ce sanctuaire de l'opulence? La sécurité, ces gorilles sans cœur en costume noir, s'approcha déjà pour la chasser comme un vulgaire parasite, leurs mains prêtes à la saisir brutalement. Mais Sophie, avec une voix tremblante, murmura « Puis-je jouer quelque chose contre un sandwich ?» Et là, les rires cruels explosèrent dans le salon, un éclat de moquerie collective qui résonna comme un coup de poignard dans l'âme d'une enfant innocente. Une enfant des rues qui prétendait savoir jouer sur ce Steinway à queue de 2 millions d'euros? C'était ridicule, pathétique, une insulte à leur raffinement. Mais attendez, chers amis, car ce que vous allez découvrir va vous faire bouillir de rage, une injustice si profonde qu'elle vous donnera envie de crier « Justice » dans les commentaires. Si cette histoire vous révolte autant que moi, likez cette vidéo et commentez « Justice pour Sophie » pour montrer que vous ne tolérez pas l'indifférence face à la souffrance des enfants oubliés. Partagez-la pour que le monde sache. Sophie Duval n'avait pas de souvenir clair d'une vie normale, mais elle savait avec certitude que 3 ans plus tôt, à l'âge de 6 ans, son père, Pierre Duval, le pianiste le plus célébré de France, une véritable légende dont les concerts remplissaient l'Opéra de Paris et faisaient vibrer les âmes les plus endurcies, était mort dans un accident de voiture tragique en rentrant d'une performance triomphale. Sa mère, emportée par un cancer impitoyable quand Sophie n'avait que 3 ans, l'avait laissée complètement seule dans un monde froid et impitoyable. Les services sociaux, ces bureaucrates incompétents et sans cœur, l'avaient placée dans un foyer en banlieue parisienne, un endroit gris et sinistre où les enfants étaient traités comme des numéros anonymes, des fardeaux pour la société. Personne, absolument personne, ne croyait qu'une petite fille des rues pouvait être la fille du grand maître Duval. Et pourquoi? Parce que les documents avaient été perdus dans un incendie suspect des archives municipales, un feu qui sentait la corruption à plein nez, comme si quelqu'un avait voulu effacer son existence pour des raisons obscures. Au foyer, Sophie avait tenté de raconter son histoire. Le piano noir laqué dans leur villa élégante, les soirées où papa lui apprenait les notes avec une tendresse infinie, les mélodies qui hantaient encore ses rêves comme un fantôme bienveillant. Mais les responsables, ces monstres déguisés en éducateurs, balayaient ces paroles d'un revers de main, les qualifiant de fantasmes d'une enfant traumatisée, inventant une vie meilleure pour fuir la réalité cruelle de l'abandon. Oh, comme cela me met en rage! Comment peut-on ignorer ainsi la voix d'une innocente? Et pire encore, introduisons ici un personnage qui incarne le mal absolu. Madame Leclerc, la directrice du foyer, une femme avide et corrompue jusqu'à la moelle, qui détournait les dons destinés aux enfants pour remplir ses propres poches. Elle vendait les vêtements de charité au marché noir, s'achetait des bijoux avec l'argent des subventions et laissait les petits crever de faim pendant qu'elle se pavanait en fourrure volée. Sophie, cette pauvre petite, était devenue la cible favorite des autres enfants, ces gamins endurcis par la misère qui la battaient sauvagement dans les couloirs sombres, lui arrachant ses maigres possessions sous les yeux indifférents des surveillants. Un jour, un grand garçon l'avait poussée dans les escaliers, lui cassant le bras, et Madame Leclerc avait simplement ri en disant « C'est la loi de la jungle ici, ma petite. Apprends à survivre ou crève. » Phénomène de rage. Comment une adulte peut-elle être si cruelle envers une enfant brisée? Les nuits étaient un calvaire. Sophie se recroquevillait dans son lit dur comme la pierre, entendant les cris des autres orphelins, sentant l'odeur de la moisissure et de la peur, tandis que Madame Leclerc festoyait dans son bureau avec des bouteilles de vin volées aux livraisons humanitaires. À 8 ans, Sophie s'était échappée pour la première fois,
ne supportant plus les coups, la faim qui lui rongeait les entrailles, l'absence totale de musique qui était son seul refuge. Elle avait été reprise et ramenée 3 fois, chaque retour marqué par des punitions plus sévères, enfermée dans une pièce noire sans nourriture, battue avec une ceinture par Madame Leclerc elle-même, qui hurlait. « Tu crois que tu vaux mieux que les autres avec tes histoires de piano? Tu n'es qu'une sale petite menteuse. » C'est insupportable, n'est-ce pas? Imaginez l'horreur, une enfant, héritière d'un génie musical, traitée comme un animal par ceux censés la protéger. À la 4e fugue, Sophie avait réussi à disparaître complètement dans le labyrinthe des rues parisiennes, devenant une ombre parmi les sans-abri, ces fantômes de la ville lumière que tout le monde ignore. Pendant une année entière, elle avait survécu comme elle pouvait. Dormant dans les stations de métro glaciales, mendiant devant les églises gothiques où les touristes jetaient des pièces avec pitié, fouillant dans les poubelles, derrière les restaurants étoilés pour des restes moisis. Mais la musique, la musique ne l'avait jamais abandonnée. Chaque fois qu'elle apercevait un piano dans un centre commercial bondé ou un hôtel luxueux, ses doigts la démangeaient, comme si son âme criait pour revivre la beauté perdue. La nuit précédant sa rencontre fatidique au grand hôtel Le Meurice, Sophie avait dormi sur un banc du jardin des Tuileries, en novembre, sous un froid mordant qui transperçait ses os fragiles. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours, son estomac hurlant de douleur, et elle avait entendu parler de cette soirée de charité pour les enfants défavorisés, l'ironie suprême. Elle, l'incarnation même de ces enfants oubliés, s'approcha de l'hôtel avec l'espoir désespéré de quémander un peu de nourriture. Mais en entrant dans le salon principal, ses yeux se posèrent sur le magnifique piano Steinway, identique à celui de son père, ce modèle qu'elle avait caressé 1000 fois dans leur villa. Les invités, ces hypocrites en tenue de gala, discutaient en plusieurs langues de sujets futiles, leurs bijoux étincelant sous les lustres en cristal, tandis qu'elle n'était qu'une tache sale au milieu de cette élégance factice. La sécurité avançait déjà, leur regard haineux la transperçant, quand Sophie trouva le courage de poser sa question « Puis-je jouer quelque chose contre un sandwich ?» Les rires qui suivirent furent un ouragan de cruauté, une vague de moquerie qui la submergea, des invités pointant du doigt, riant aux éclats comme si elle était un clown pathétique. « Regardez cette petite mendiante qui se prend pour une virtuose !» s'exclama l'un d'eux, un banquier ventru au cigare puant. « C'est révoltant. Comment peut-on rire de la faim d'une enfant ?» Mais Marc Dubois, le manager musical organisateur, un homme cynique et opportuniste, eut une idée perverse. « Laissez-la se ridiculiser. Ce sera divertissant pour l'assemblée. » Il fit signe à la sécurité de reculer et annonça « Très bien, petite, montre-nous ton talent. Mais si c'est du bruit, dehors immédiatement. » Sophie s'approcha du piano, le cœur battant à se rompre, ses mains sales et tremblantes, ses ongles cassés par la rue, mais dès que ses doigts effleurèrent les touches, tout changea. La première note de la fantaisie impromptue de Chopin résonna avec une pureté cristalline, faisant taire instantanément les conversations. Les rires s'éteignirent, remplacés par des expressions d'incrédulité. Sophie ne jouait pas seulement. Elle vivait la musique. Chaque passage technique exécuté avec une perfection qui surpassait les professionnels présents, et l'émotion, une profondeur de souffrance, de perte, qui transperçait les cœurs les plus endurcis. Quand le dernier accord s'éteignit, un silence absolu régna, puis les applaudissements explosèrent, une ovation debout qui n'en finissait pas. Sophie leva les yeux, voyant pour la première fois du respect au lieu de la pitié. Mais parmi le public se trouvait Marie Laurent, critique musicale du Figaro et amie intime du défunt Pierre Duval. Elle reconnut immédiatement le toucher unique, ce style inimitable que seul Pierre enseignait. Et en voyant le visage de Sophie, elle vit les traits de son vieil ami. Le destin venait de frapper, mais oh, quelle rage monte en pensant à ces années perdues. Marie resta assise, observant Sophie emmenée dans une suite par le directeur ébranlé. Cette nuit-là, elle ne dormit pas, hantée par les gestes familiers. Comment une telle injustice avait-elle pu se produire? Le matin, Marie commença ses recherches, découvrant l'horreur. Après la mort de Pierre, Sophie avait été déclarée morte par erreur, perdue dans la bureaucratie corrompue. Au foyer, les dossiers montraient une enfant non identifiée,
traumatisée, dont les affirmations étaient ignorées. Madame Leclerc avait même falsifié des rapports pour toucher plus de subventions, vendant les biens des enfants disparus. Phénomène de fureur. Marie se précipita à l'hôtel, trouva Sophie lavée et vêtue proprement, mais encore terrifiée. En lui disant qu'elle connaissait son père, les larmes coulaient. Sophie raconta tout. La soirée du concert, l'accident, le réveil à l'hôpital où personne ne la reconnaissait, les années au foyer sous les coups de Madame Leclerc, qui l'avait un jour enfermée sans eau pendant 2 jours pour la punir de ses mensonges. C'est intolérable. Imaginez la petite Sophie, battue, affamée, forcée de nettoyer les latrines pendant que la directrice se goinfrait. Et les autres enfants, complices par peur, la harcelant sous ses ordres. Marie, bouillonnant de rage, jura de faire payer ces monstres. Elle contacta un avocat intègre, mais découvrit que l'héritage de Pierre avait été gelé, avec des soupçons de fraude par un cousin éloigné. Sophie, confirmée par un test ADN préliminaire, joua une berceuse secrète composée par son père, prouvant son identité. Marie l'emmena chez elle, achetant un piano où Sophie pleura de joie. Mais la rage ne s'arrête pas. Des rumeurs circulaient que Madame Leclerc avait payé des complices pour faire disparaître les preuves, y compris en menaçant d'anciens employés. Comment une société permet-elle cela? La nouvelle explosa, mais des médias corrompus tentèrent de discréditer Sophie comme une imposture. Marie lutta, organisant une conférence où Sophie joua, faisant taire les sceptiques. Le premier maître, un professeur russe exigeant nommé Ivan Petrov, reconnut son talent pur mais brisé par la rue. La villa familiale rouvrit, Sophie y entrant avec un mélange de joie et de douleur, retrouvant les partitions de son père. Mais l'indigné culmine quand on apprend que Madame Leclerc avait volé des objets personnels de Sophie pour les revendre. Un concert intime marqua son retour, incluant la berceuse, un triomphe qui la transforma. 2 ans plus tard, Sophie composait, mélangeant classique et influence de la rue, organisant un concert pour les enfants des rues qui récolta des millions. Elle confronta Madame Leclerc en justice, la faisant condamner pour corruption, un moment de vengeance douce. À 14 ans, Sophie devint un symbole de résilience, fondant l'école Pierre Duval pour enfants défavorisés. Des années après, à 25 ans, elle était une musicienne influente, son impact social immense. Son concert mondial célébra l'anniversaire de sa renaissance, jouant la berceuse comme une célébration. Elle annonça une fondation internationale pour que nul enfant talentueux ne soit oublié. Au Le Meurice, elle joua L'enfant qui rêve, simple mais profond. Son histoire, légende, prouve que la musique guérit, transformant la tragédie en espoir. Et vous, si cette injustice vous révolte, commentez. Justice pour les oubliés, pour soutenir la cause. Partagez pour changer le monde. Mais attendez, revenons en détail sur ces horreurs pour que la rage monte encore. Au foyer, Madame Leclerc forçait les enfants à travailler illégalement, les envoyant mendier pour elle, piquant leurs gains. Sophie avait vu un petit garçon mourir de froid parce qu'elle avait vendu les couvertures. C'est monstrueux. Et les services sociaux, complices par négligence, ignoraient les plaintes. Lors de l'accident, un policier corrompu avait falsifié le rapport pour couvrir un conducteur ivre riche. Marie découvrit des preuves, menant à des arrestations. Sophie, en thérapie, revivait les nuits de terreur, mais la musique la sauvait. Ivan Petrov, sévère mais paternel, la poussait à l'excellence, l'aidant à composer, Rue de la rage, un morceau exprimant sa colère. Le concert de bienfaisance inclut un témoignage où Sophie dénonça les abus, provoquant un scandale national. Madame Leclerc, en prison, tenta de la diffamer, mais Sophie gagna, obtenant justice. L'école grandit, changeant des vies. À 25 ans, son influence globale, avec des écoles partout, prouve que de l'indigné naît le changement. Imaginez, des enfants battus comme elle, maintenant virtuoses grâce à elle. C'est inspirant. Mais la rage initiale reste, nous rappelant de lutter contre l'injustice. Si cela vous touche, likez et commentez « Justice éternelle » pour honorer Sophie. Et continuons à décrire pour approfondir. Dans les rues,
Sophie avait été agressée par des adultes sans scrupules, un SDF l'avait protégée un temps avant de mourir de maladie négligée par le système. Marie, en mère adoptive, l'aida à surmonter, organisant des thérapies musicales. Le cousin fraudeur fut démasqué, restituant l'héritage. Sophie, riche mais humble, l'utilisa pour aider d'autres. Son premier album, acclamé, mélangeait Chopin et sons urbains. Lors d'un gala, elle confronta un invité qui l'avait moqué ce soir-là, le forçant à s'excuser publiquement. La Ketchtine monte. Des menaces anonymes arrivèrent, mais Sophie, forte, les ignora. Son mariage, avec un musicien compatissant, scella son bonheur. Des enfants de l'école témoignèrent. Un garçon sauvé de la rue devint soliste. L'héritage de Pierre vivait en elle, et la fondation, ambitieuse, visa les pays en développement. Au concert final, des milliers connectés, chantant l'espoir. Sophie, sur scène, déclara « De la rage naît la lumière ». C'est la fin du chapitre, mais l'indigné nous pousse à agir. Justice pour tous. Pour allonger encore cette narration immersive et chargée d'émotions, replongeons dans les détails qui font bouillir le sang. Au foyer, les repas étaient des bouillies infectes, tandis que Madame Leclerc dînait de caviar volé. Sophie, affaiblie, développait des maladies, ignorées par les médecins complices. Une nuit, elle surprit la directrice en train de battre une fillette pour un vol inventé, et quand Sophie intervint, elle fut punie par une semaine d'isolement. Rage absolue. Dans les rues, elle évita de peu des trafiquants d'enfants, se cachant dans des égouts puants. Le piano du hôtel fut son salut, mais imaginez les rires échoant encore dans sa tête. Marie, en enquêtant, trouva des témoins. Une ancienne employée, virée pour avoir défendu Sophie, révéla les abus systématiques. Le procès contre Leclerc fut épique, avec Sophie témoignant, voix ferme, décrivant les horreurs. La condamnation. Prison à vie pour corruption aggravée. Satisfaction, mais la cicatrice reste. Sophie composa une symphonie de la vengeance, jouée à Soldout. Son école forma des orchestres de rue, gagnant des prix. À 25 ans, elle influence la politique, plaidant pour réforme. Son livre, best-seller, détaille tout. Et le concert mondial? Un triomphe technique, avec VR pour les défavorisés. Sophie, icône, prouve que la musique vainc l'injustice. Mais n'oublions pas, chaque rire ce soir-là fut un crime contre l'humanité. Si vous êtes enragé, commentez « Justice maintenant » et partagez. Pour approfondir la Ketchtine, ajoutons des twists. Un allié inattendu, un journaliste intègre aidant Marie, risquant sa vie pour des preuves. Des flashbacks montrent Pierre enseignant Sophie, contrastant avec la brutalité du foyer. La reconnaissance ADN fut contestée par des faux experts payés par le cousin, menant à un duel judiciaire haletant. Sophie, durant, jouait pour se calmer, ses mélodies devenant armes. Le dénouement du chapitre, Sophie, sur scène, dédie son morceau à tous les oubliés, déclenchant une ovation mondiale. La rage se transforme en espoir, mais l'appel à justice persiste. Fin du chapitre 1. Prêt pour la suite pleine de révélations. La quête de vérité, mensonge bureaucratique et trahison familiale. Ah, mes amis, si le premier chapitre vous a fait bouillir de rage avec les horreurs du foyer et les rires cruels de l'élite, attendez de plonger dans ce nid de vipères qu'est la quête de vérité pour Sophie Duval. Imaginez, une enfant innocente, rescapée de l'enfer des rues, sur le point de reclaimer son héritage légitime, mais confrontée à un mur de mensonges, de corruption et de trahison qui ferait pâlir les pires romans de Victor Hugo. C'est une indignation absolue, une Ketchtine qui monte crescendo, où chaque révélation est un coup de poignard dans le cœur de la justice. Si cette poursuite impitoyable vous révolte, likez cette vidéo et commentez « Justice pour les trahis » pour crier votre outrage contre ces monstres qui piétinent les vulnérables. Partagez pour que le monde sache et agisse. Marie Laurent, cette critique musicale au cœur de Lyon, avait à peine fermé l'œil après avoir emmené Sophie chez elle, hantée par les échos de la berceuse secrète qui prouvait tout. Mais le matin venu, la rage l'envahit comme une tempête.
Comment une société civilisée avait-elle pu laisser une telle erreur bureaucratique, condamner une petite fille à 3 ans d'horreur? Elle se lança dans une enquête féroce, fouillant les archives officielles, contactant des informateurs, et ce qu'elle découvrit fit exploser sa fureur à un niveau inédit. Les documents de l'accident, falsifiés, un policier corrompu, un certain inspecteur Moreau, un porc bedonnant qui avait reçu des pots de vin d'un conducteur ivre issu d'une famille riche, avait rédigé un rapport mensonger déclarant Sophie morte sur le coup pour couvrir le coupable qui avait causé la mort de Pierre Duval. Imaginez la scène. Sur le lieu de l'accident, Sophie gisant blessée, hurlant de douleur, mais ce salaud de Moreau ordonnant aux ambulanciers de l'ignorer temporairement pendant qu'il effaçait les preuves. Phénomène de rage absolue. Comment un représentant de la loi peut-il trahir ainsi une enfant orpheline? Et le médecin à l'hôpital, un docteur Bertrand, un incompétent arrogant qui avait diagnostiqué Sophie comme une vagabonde anonyme sans même vérifier ses antécédents, trop occupé à flirter avec les infirmières pendant que la petite agonisait de trauma. Il avait noté dans son dossier « Enfant non identifié, probablement issu des rues, fantasme post-traumatique. C'est intolérable. » Marie, les poings serrés, jura de les faire payer tous. Mais ce n'était que le début. En creusant plus profond, elle tomba sur maître Gérard Lambert, l'avocat de la famille Duval, un requin en costume 3 pièces qui gérait l'héritage de Pierre. Cet homme, un traître cupide jusqu'à l'os, avait sciemment dissimulé l'existence possible de Sophie pour s'approprier une part des biens. Oui, vous avez bien entendu. Lambert avait falsifié des testaments, détourné des fonds du trust familial estimé à plus de 20 millions d'euros, s'achetant une villa sur la Côte d'Azur avec l'argent destiné à l'héritière légitime. Et pour couronner le tout, il s'était allié à un cousin éloigné de Pierre, un certain Édouard Duval, un parasite oisif vivant de rente, qui avait activement propagé la rumeur de la mort de Sophie pour réclamer l'héritage entier. Édouard, ce serpent venimeux, avait même payé des détectives privés pour surveiller les foyers et s'assurer que Sophie reste invisible, allant jusqu'à soudoyer Madame Leclerc pour qu'elle la maltraite davantage et la pousse à fuguer définitivement. L'indigné monte, n'est-ce pas? Imaginez Sophie, petite et fragile, battue non seulement par négligence, mais par un complot calculé pour l'effacer du monde. Marie, en découvrant ses preuves via des dossiers volés par un ancien employé licencié injustement, sentit une fureur volcanique l'envahir. Elle confronta Lambert dans son bureau luxueux, décoré de tableaux volés à l'héritage Duval. « Vous êtes un monstre, comment osez-vous spolier une orpheline pour votre avidité ?» Lambert, suant à grosses gouttes, tenta de nier, mais Marie brandit les documents accablants, des emails où il complotait avec Édouard. Une fois la gamine déclarée morte officiellement, on partage le gâteau. C'est scandaleux, une trahison familiale qui pue la pourriture. Et Sophie, apprenant cela par Marie, éclata en sanglots rageurs, revivant les nuits au foyer où Madame Leclerc, complice, la forçait à signer des papiers falsifiés sous la menace de coups supplémentaires. Ajoutons à cette, des menaces anonymes commencèrent à arriver chez Marie, des lettres disant « Arrêtez de fouiner » ou la petite finira vraiment morte. Provenant d'Édouard, bien sûr, qui engagea des voyous pour intimider Sophie lors de ses premières leçons de piano avec Ivan Petrov. Une nuit, alors que Sophie rentrait de cours, un homme masqué l'approcha dans la rue, la plaquant contre un mur. « Dis à ta protectrice de la fermer ou on te renvoie dans les poubelles. » La terreur pure, mais Sophie, forte de sa musique, hurla et s'échappa, alimentant encore plus la rage de Marie qui jura vengeance. Le processus de reconnaissance légale devint un champ de bataille. Test ADN, contesté par Lambert qui paya des experts corrompus pour semer le doute, audience judiciaire où Édouard mentit effrontément, affirmant avoir vu le corps de Sophie à la morgue, un mensonge éhonté. Mais Marie, aidée d'un journaliste intègre nommé François Moreau, ironiquement, pas de lien avec l'inspecteur corrompu, un reporter du Monde qui risqua sa carrière pour exposer le scandale, rassembla des témoignages d'anciens employés du foyer. Une infirmière repentie avoua avoir vu Madame Leclerc
recevoir des enveloppes d'Édouard pour garder le silence sur la gamine. La tension monte. Lors d'une audience explosive, Sophie fut appelée à témoigner, sa voix tremblante mais ferme décrivant les abus, les falsifications, provoquant des murmures outrés dans la salle. Le juge, un homme honnête, ordonna des perquisitions, révélant chez Lambert des coffres remplis d'argent sale et des documents prouvant le complot. Édouard, paniqué, tenta de fuir à l'étranger, mais fut arrêté à l'aéroport, menotté sous les flashs des caméras, un moment de justice cathartique, mais pas assez pour apaiser l'indigné, accumulé, car entre-temps, Sophie subissait des flashbacks atroces. Abandonné après l'accident, le docteur Bertrand l'avait laissé sans soins adéquats, causant des séquelles permanentes à son bras cassé au foyer. Et l'inspecteur Moreau? Démasqué, il avoua sous pression avoir détruit les preuves pour un chèque gras, condamnant Sophie à l'oubli. Rage éternelle. Marie, en mère adoptive furieuse, organisa une campagne médiatique, invitant des experts à débattre des failles du système social français, où les bureaucrates incompétents et corrompus prospèrent sur le dos des enfants. Sophie, pendant ce chaos, trouva refuge dans la musique, composant des morceaux rageurs sous la tutelle d'Ivan Petrov, qui, sévère mais compatissant, la poussait à canaliser sa colère en art. « Transforme ta douleur en symphonie, petite », grognait-il, tandis qu'elle martelait les touches, imaginant écraser les visages de ses tourmenteurs. La reconnaissance ADN finale, incontestable, arriva comme un coup de tonnerre, confirmant Sophie comme héritière, mais le combat n'était pas fini. Lambert et Édouard, en procès, tentèrent de la diffamer, répandant des rumeurs qu'elle était une imposture, une manipulatrice des rues. Des articles payés par eux dans des tabloïds sales accusaient Marie d'orchestrer un coup monté pour l'argent. C'est le comble de l'infamie, une trahison qui fait bouillir le sang. Mais François, le journaliste, contre-attaqua avec un dossier explosif, révélant les comptes offshore d'Édouard et les liaisons illicites de Lambert avec des mafieux. La kitsch-tine culmine lors d'une confrontation directe. Sophie, face à Édouard en cour, le fixe et dit « Vous avez volé mon enfance pour votre gride, mais la musique me rendra justice. » Le cousin blêmit, balbutiant des excuses forcées. La sentence tombe, prison pour tous, restitution de l'héritage, mais la rage persiste, car des complices mineurs s'en tirent avec des amendes légères. Sophie, réintégrée dans la villa familiale, y trouve des lettres cachées de son père, révélant qu'il soupçonnait déjà des trahisons familiales, un twist qui amplifie l'indignation. Elle jure de réformer le système, fondant une association contre la corruption dans les services sociaux. Ivan Petrov introduit un personnage auxiliaire, une ancienne élève, Natalia, une pianiste russe qui avait fui des abus similaires, devenant mentor pour Sophie et aidant à exposer des réseaux internationaux de trafic d'héritage. Ensemble, elles traquent d'autres cas, transformant la quête personnelle en croisade globale. L'homme en colère paroxysme quand on apprend que Madame Leclerc, en prison, continue de clamer son innocence, écrivant des lettres venimeuses à Sophie. « Tu n'es qu'une petite garce qui a eu de la chance. » Sophie, en réponse, compose « Symphonie de la trahison », un morceau déchirant joué en privé pour exorciser les démons. Marie, François et Natalia forment une équipe implacable, déterrant plus de saleté. L'incendie des archives, orchestré par Lambert pour effacer les traces, des témoins oculaires, menacés jusque-là, témoignent enfin, menant à des arrestations en chaîne. La tension est palpable. Des nuits d'insomnie pour Sophie, hantée par des cauchemars où Édouard rit de sa misère, mais elle se réveille plus déterminée. Le chapitre se tend vers une résolution partielle. Avec l'héritage récupéré, Sophie finance des enquêtes privées, aidant d'autres orphelins spoliés. Mais la rage ne s'éteint pas. Elle fuelle la Renaissance. Imaginez des scènes guéquin, une poursuite en voiture, quand des sbires d'Édouard tentent d'enlever Sophie, sauvée in extremis par François qui la protège comme un frère. Ou une audience où le docteur Bertrand, confronté, s'effondre en larmes, avouant sa négligence pour des promotions illégales. Chaque révélation est un feu d'artifice de justice. Mais l'indignation reste car le système permet encore de tels monstres. Sophie, à travers sa musique,
commence à composer des thèmes pour des documentaires sur ces scandales, amplifiant la voix des oubliés. Natalia raconte son propre calvaire. Battue en Russie pour son talent, fuyant vers la France où elle trouva refuge, mais voyant des similarités effarantes. Ensemble, elles organisent un concert secret pour lever des fonds contre la corruption, attirant des alliés puissants. La kitsch-teen s'intensifie avec une tentative d'assassinat sur Marie, un poison dans son café, tracé jusqu'à un complice de Lambert. Hospitalisée, elle survit, jurant « Ils ne nous arrêteront pas ». Sophie, à son chevet, joue du piano portable, transformant la chambre en sanctuaire de résistance. Le dénouement du chapitre. Victoire judiciaire totale, avec Édouard et Lambert condamnés à de longues peines, leurs biens saisis pour compenser Sophie. Mais elle, généreuse, les donne à des associations pour enfants. L'affaire Nord, culminante, se transmute en espoir vigilant, préparant la renaissance du chapitre suivant. Pourtant, des ombres persistent, des rumeurs de complices en liberté, promettant une suite explosive. Si cette quête vous a fait trembler de rage, commentez « Justice contre les traîtres » pour soutenir, et continuons à approfondir pour que l'émotion monte encore. Revenons sur les détails sordides des complots, comme les réunions secrètes d'Édouard et Lambert dans des clubs privés, riant de la misère de Sophie pendant qu'ils sirotaient du champagne volé à l'héritage, ou les emails découverts où ils planifiaient de la faire interner si elle réapparaissait. C'est monstrueux, une trahison qui dépasse l'entendement. Sophie, en thérapie intensive, revit les abandons. À l'hôpital, Bertrand lui refusant des analgésiques parce que les gamins des rues exagèrent toujours. Rage infinie. François expose un réseau plus large. Des avocats corrompus spoliant des orphelins partout en France, un scandale national qui éclate grâce à son article. Des manifestations s'ensuivent, avec Sophie en figure de proue, haranguant la foule. Plus jamais. La tension dramatique est à son comble lors d'une perquisition chez Édouard, révélant des photos volées de Sophie dans les rues, prises par ses détectives pour s'assurer de sa souffrance. Horreur absolue. Natalia, avec son accent russe tranchant, aide à traduire des documents prouvant des liens internationaux, amplifiant le complot. Ivan Petrov, en père spirituel, compose avec Sophie un duo rageur, joué lors d'une audience pour démontrer son identité artistique. Le juge, ému, accélère le verdict. Mais des twists persistent. Un allié se révèle traître, un clerc de Lambert infiltré chez Marie, démasqué in extremis. Sophie, armée de sa musique, confronte ce mouchard, le forçant à avouer. Victoire, mais Lafuel la vigilance éternelle. Ce chapitre, mes amis, est un tourbillon d'émotions, où la quête de vérité expose les bas-fonds de l'humanité, nous poussant à crier pour la justice. Renaissance et vengeance musicale, de la rue à la gloire, pour changer le monde. Ah, chers amis, si les chapitres précédents vous ont plongé dans un océan de rage avec les mensonges bureaucratiques et les trahisons familiales qui ont volé l'enfance de Sophie Duval, préparez-vous à une explosion finale de l'indigné qui atteint des sommets insurmontables dans cette renaissance vengeresse. Imaginez, une petite fille brisée, enfin reconnue héritière, qui se relève des cendres de l'injustice pour brandir sa musique comme une arme impitoyable contre les monstres qui l'ont piétinée. C'est une kitsch teen gaykin où chaque note jouée est un cri de guerre, où la gloire n'est pas une fin en soi, mais un moyen de vengeance absolue contre un système pourri jusqu'à la moelle. Si cette transformation furieuse vous fait trembler d'indignation, likez cette vidéo et commentez « Justice pour la vengeance » pour hurler votre soutien aux opprimés qui se relèvent. Partagez pour que ces histoires d'horreur deviennent des leçons pour le monde entier. Sophie, maintenant légalement réintégrée dans son héritage, entra dans la villa familiale scellée depuis 3 ans, un palais de souvenirs hantés, où chaque pièce résonnait des échos de son père Pierre Duval, ce génie musical assassiné par la négligence d'un conducteur ivre couvert par des corrompus. Mais oh, la rage qui bouillonne. En fouillant les tiroirs, elle découvrit des lettres cachées révélant que Pierre avait soupçonné Édouard et Lambert bien avant l'accident, des preuves d'extorsion familiales antérieures,
des tentatives de sabotage de sa carrière par jalousie pure. Comment un oncle pouvait-il comploter contre son propre sang pour de l'argent sale? Sophie, les larmes aux yeux mais le feu dans le ventre, jura sur la tombe de son père de ne pas seulement survivre, mais de détruire tous ceux qui perpétuaient de tels crimes. Marie-Laurent, sa protectrice acharnée, organisa immédiatement son retour à la musique, engageant Ivan Petrov comme maître, ce professeur russe légendaire, un homme au tempérament de fer forgé dans les gulags de son enfance, qui avait lui-même fui la corruption soviétique. Ivan, avec son accent tranchant comme une lame, examina Sophie lors de leur première rencontre. « Ton talent est pur, petite, mais ta technique est brisée par la rue. Nous allons la reconstruire, et avec elle, ta vengeance. » Mais l'indigné explose quand on apprend que des médias corrompus, payés par les complices en liberté d'Édouard, lancèrent une campagne de diffamation vicieuse, article titrant « L'impostrice des rues ». Sophie Duval, une arnaqueuse manipulée par une critique ambitieuse, des talk-shows invitaient des « experts bidons », anciens alliés de Lambert, qui accusaient Sophie d'avoir fabriqué son histoire pour s'enrichir, ignorant sciemment les preuves ADN et judiciaires. C'est intolérable, une chasse aux sorcières médiatiques qui traquait Sophie comme une proie, des paparazzis campant devant la villa, hurlant des insultes. « Petite menteuse, rends l'argent volé !» Sophie, terrifiée mais furieuse, se réfugiait au piano, martelant des notes rageuses qui devenaient des compositions explosives. Ajoutons à cette tension un personnage auxiliaire qui amplifie le drame. Lucas, un ancien ami des rues, un gamin orphelin de 12 ans que Sophie avait protégé pendant ses mois de misère, dormant ensemble dans les métros pour se réchauffer. Lucas, maintenant recueilli par Marie, devint son confident, révélant des horreurs similaires. Battu par des gangs de rue, organisés par des adultes corrompus, forcés à voler pour survivre et témoins d'enfants disparus dans des réseaux de trafic ignorés par la police. « Ils nous traitent comme des rats, Sophie !» criait-il, alimentant sa rage. Ensemble, ils planifièrent une vengeance musicale. Sophie composa « Rue de la colère », une suite symphonique qui incorporait des sons urbains, cris de métro, bruits de poubelle, mélangés à Chopin, un cri auditif contre l'indifférence sociale. Mais la kitsch ting monte en flèche quand des menaces physiques resurgissent. Un soir, après une leçon avec Ivan, Sophie trouva sa villa vandalisée, des graffitis disant « Impostrice, on te fera taire », tracés avec du sang animal, œuvre d'un sbire anonyme lié à l'inspecteur Moreau, libéré sous caution grâce à des avocats véreux. Rage absolue. Comment le système libère-t-il ses porcs pour qu'ils continuent leur terreur? Marie Bouillonnant appela François le journaliste, qui exposa le scandale dans un article incendiaire, « La vengeance des puissants. Comment les corrompus traquent une orpheline talentueuse ». Des manifestations éclatèrent à Paris, des foules scandant « Justice pour Sophie », mais les médias mainstream, complices, minimisaient l'affaire, accusant les protestataires d'être des anarchistes manipulés. Sophie, en pleine renaissance, organisa son premier concert, intime 6 mois après, un récital chargé d'émotions où elle joua des morceaux de son père suivis de sa berceuse secrète, dédiée aux parents disparus. Mais le l'indigné culmine lors de l'événement, un intrus, un ancien surveillant du foyer payé par Madame Leclerc depuis sa prison, tenta de saboter le piano en versant de l'acide sur les cordes. Détecté in extremis par Lucas qui veillait comme un garde du corps, l'homme fut arrêté, avouant sous interrogatoire un complot plus large pour discréditer Sophie publiquement. C'est monstrueux, une tentative d'assassinat artistique qui visait à briser ses mains, ses armes. Ivan Petrov, furieux, transforma les leçons en sessions de combat mental. Canalise cette rage, petite. Chaque note est un coup contre eux. 2 ans plus tard, Sophie, à 14 ans, équilibre la célébrité naissante avec une identité forgée dans le feu. Elle compose des mélodies personnelles, fusionnant l'élégance classique de son père avec des rythmes urbains inspirés de ses nuits de faim. Son concert de bienfaisance pour les enfants des rues devint légendaire, récoltant 2 millions d'euros, mais interrompu par un témoignage déchirant où Sophie dénoncia les abus,
J'ai été battu, affamé, effacé par ceux censés me protéger. Et ils osent encore me traquer. La foule hurla de rage, provoquant un scandale national qui mena à des enquêtes parlementaires. Elle rencontra les enfants du foyer d'où elle s'était échappée, organisant un concert pour eux, apportant des instruments et son histoire d'espoir. Mais découvrit avec horreur que Madame Leclerc, via des intermédiaires, continuait à corrompre le personnel pour maltraiter les petits. Une fillette, miroir de son passé, lui confia avoir été battue la veille pour avoir trop pleuré. Phénomène de fureur infinie, Sophie, avec Marie et François, lança une descente judiciaire, faisant fermer le foyer temporairement et condamner les complices restants. À 14 ans, elle devint symbole de résilience, voix des oubliés, fondant l'école Pierre Duval, un conservatoire pour enfants en difficulté. Elle auditionna personnellement dans les foyers, cherchant cette étincelle qu'elle avait en elle, mais la kitsch-ting s'intensifie quand des bureaucrates corrompus tentèrent de bloquer les fonds, arguant que ces gamins ne méritent pas de luxe comme la musique. Rage contre l'élitisme, Lucas, maintenant élève vedette, composa avec elle Orchestre des oubliés, un morceau joué par des enfants des rues qui remporta des concours nationaux. Des années après, à 25 ans, Sophie est une musicienne influente, son impact dépassant la scène. Elle a démontré que l'art est une force sociale, transformant l'indigné en changement. Son école devint modèle international, avec des délégations étudiant sa méthode d'inclusion. Mais la vengeance culmine avec son projet ambitieux. Un concert mondial en streaming, où des centaines d'anciens élèves jouèrent depuis 50 villes, un tribut à la musique universelle. Pendant l'événement, Sophie raconta sa saga avec maturité, parlant de douleurs transformées en compassion, mais dénonçant les systèmes qui permettent encore des abus. Des milliers d'enfants souffrent comme moi, ignorés par les puissants. La voix ferme, elle révéla des preuves fraîches d'un réseau de corruption globale lié à Édouard, menant à des arrestations internationales, un twist gay où Interpol intervint en direct. Le moment émouvant, elle ouvrit le piano de son père, jouant la berceuse comme célébration, mais annonça une fondation internationale pour écoles de musique dans les pays défavorisés, jurant que nul talent ne sera plus effacé par la greed. La clôture au Le Meurice, où tout commença, vit Sophie jouer « L'enfant qui rêve », un morceau simple mais profond, dédié aux oubliés. Mais imaginez la tension. Un ancien invité moqueur de ce soir fatidique tenta d'interrompre, hurlant « Impostrice », mais fut expulsé sous les huées, Sophie continuant impassible, transformant l'insulte en ovation. Son histoire, légende, prouve que de la rage naît l'espoir, mais l'indigné reste fuel pour la vigilance. Si cela vous révolte, commentez « Justice éternelle pour les opprimés » et partagez. Pour approfondir cette montée crescendo, revenons sur les horreurs persistantes. Dans l'école, Sophie découvrit des élèves battus par des familles corrompues, similaires à Madame Leclerc, menant à des rescues dramatiques où elle affronta personnellement des abuseurs, risquant sa vie. Ivan, mentor fidèle, révéla son propre passé. Torturé pour sa musique dissidente, il enseigna à Sophie des techniques de résilience mentale. Lucas, devenu virtuose, témoigna dans des procès, exposant des gangs de rue liés à la bureaucratie. La fondation visa les bidonvilles mondiaux, où Sophie voyagea incognito, sauvant des enfants talentueux de l'esclavage moderne, des scènes gay-quins de poursuite dans des ruelles sombres, évitant des trafiquants. Natalia, l'ancienne élève d'Ivan, joignit la croisade, révélant des complots russes interconnectés. François publia un livre explosif sur l'affaire, best-seller, qui déclencha des réformes légales. Mais des menaces continuaient. Un attentat raté lors d'un concert, une bombe désamorcée par Lucas, tracée à un réseau d'anciens complices. Sophie, indomptable, composa « Symphonie de la Renaissance vengeresse », un opus magistral mêlant rage et triomphe, joué à l'Opéra de Paris Sold Out. À 25 ans, mariée à un musicien solidaire, elle équilibre vie personnelle et mission, mais jure que l'indigné ne s'éteindra jamais tant que des enfants souffrent.
Des élèves transformés, un garçon sauvé des rues devenant compositeur primé, prouve son impact. La fondation grandit avec des écoles en Afrique, Asie, Amérique latine, changeant des vies par milliers. Au concert final, des millions connectés via streaming, Sophie déclara « De la trahison naît la force, de la rage, la révolution musicale. C'est la culmination d'une saga où l'indigné, maintenu haute, forge un monde meilleur. » Pourtant, des ombres persistent, rumeurs de nouveaux complots, promettant une vigilance éternelle. Cette histoire n'est pas finie. Elle inspire à agir contre l'injustice partout. Si vous bouillonnez, likez et commentez Justice pour changer le monde, pour perpétuer la flamme. Et pour allonger cette immersion furieuse, détaillons plus. Lors d'une audition à l'école, Sophie trouva une fillette talentueuse, battue par un tuteur corrompu qui volait ses aides sociales, un écho exact de Leclerc. Elle intervint, appelant la police, menant à une arrestation spectaculaire filmée par François, virale sur les réseaux. Ivan organisa des masterclass secrètes pour protéger les élèves menacés, transformant la villa en forteresse. Natalia exposa un scandale européen de faux orphelinats lié à l'affaire Duval, menant à des raids Interpol avec Sophie comme témoin clé. La tension dramatique atteint des pics avec une confrontation finale. Sophie face à un juge corrompu protégeant des résidus du complot, qu'elle démasque publiquement via une performance improvisée au tribunal, jouant une mélodie accusatrice qui émeut l'Assemblée. Victoire, mais la rage fule la création. Son album Voix des oubliés, mélange classique et rap urbain, critiquant les systèmes. Des tournées mondiales voient des attentats évités, Sophie devenant icône de résistance. Lucas, son frère d'armes, fonde une branche de l'école pour jeunes délinquants, changeant des vies. À la fin, Sophie, sur scène, dédie tout à son père. « Ta musique m'a sauvé, la mienne sauvera le monde. » L'indigné, transformé mais intact, nous pousse à lutter. Fin de la saga, mais l'appel à justice résonne éternellement. L'histoire de Sophie Duval, une enfant orpheline, qui a surmonté l'injustice et la cruauté pour devenir une icône de résilience et de justice à travers la musique, est une saga bouleversante qui touche l'âme et enflamme la rage. En tant que Français, profondément ancré dans une culture qui valorise l'émotion, l'art et la lutte pour l'égalité, cette histoire résonne comme un cri universel contre l'injustice et un hymne à la persévérance. À travers les 3 chapitres de cette épopée, nous sommes confrontés à des vérités brutales sur la société, mais aussi à des leçons profondes qui peuvent transformer notre façon de vivre et d'agir. Voici mes réflexions sur cette histoire, suivies des enseignements que nous pouvons appliquer dans nos vies, dans un style qui reflète l'élégance et la passion de la culture française. D'abord, l'histoire de Sophie révèle une vérité crue. Le monde peut être impitoyable envers les plus vulnérables. Les rires cruels des élites au Meurice, les abus de Madame Leclerc, les trahisons de Lambert et Édouard, et la complicité d'un système bureaucratique corrompu montrent une société où l'argent et le pouvoir écrasent les innocents. Cette injustice me révolte, comme elle devrait révolter tout cœur français, car notre nation, héritière de la Révolution, chérit la devise « liberté, égalité, fraternité ». Pourtant, Sophie, à travers sa musique, transforme cette rage en une force créatrice. Sa capacité à canaliser la douleur en art m'enseigne une première leçon. Face à l'adversité, nous devons trouver un exutoire, qu'il s'agisse de musique, d'écriture ou d'action sociale. En France, où l'art est une religion, cette idée est puissante. Chaque blessure peut devenir une œuvre, chaque cri une symphonie. Ensuite, la persévérance de Sophie face aux obstacles insurmontables est une inspiration. Malgré les coups, la faim, les mensonges et les menaces, elle n'a jamais abandonné la musique, son lien avec son père et son identité. Cette ténacité reflète un trait cher aux Français. La résilience face aux épreuves, comme nos ancêtres l'ont montré lors des grandes luttes historiques. La leçon ici est claire. Dans nos vies, lorsque tout semble perdu, il faut s'accrocher à ce qui nous définit. Pour moi, cela signifie persévérer dans mes passions,
même face aux échecs, et ne jamais laisser les cyniques ou les obstacles briser mon esprit. Sophie m'a appris que la victoire n'est pas seulement dans le succès, mais dans le refus de capituler. Un autre aspect poignant est la solidarité qui sauve Sophie. Marie-Laurent, François, Ivan Petrov et Lucas deviennent sa famille choisie, défiant les traîtres et les systèmes corrompus. Dans la culture française, où l'amitié et la communauté sont sacrées, cette solidarité est un rappel vibrant que nous ne sommes jamais seuls si nous tendons la main. La leçon pratique est d'entourer nos vies de personnes qui croient en nous et d'être, à notre tour, des alliés pour les opprimés. J'applique cela en m'engageant dans des causes locales, comme le bénévolat pour des associations aidant les jeunes en difficulté, car, comme Sophie, chaque enfant mérite un champion. Enfin, l'impact de Sophie sur le monde, sa fondation, ses écoles, ses concerts pour les oubliés, montre que la vengeance la plus puissante n'est pas la destruction, mais la création. Elle a transformé sa rage en un mouvement mondial, prouvant que l'art peut changer des vies. En France, où la culture est un moteur de progrès social, cette idée est révolutionnaire. Pour moi, cela signifie utiliser mes talents, même modestes, pour contribuer au bien commun. Écrire pour dénoncer, enseigner pour inspirer, ou simplement écouter ceux que la société ignore. Sophie nous enseigne que chacun de nous peut être un architecte du changement, même à petite échelle. Cependant, cette histoire suscite aussi une indignation persistante. Comment une société moderne permet-elle encore de tels abus? Les enfants oubliés, les systèmes corrompus, les élites indifférentes, ces réalités existent encore, même en France, patrie des droits humains. Cela m'incite à rester vigilant, à questionner les autorités, à voter pour des réformes justes et à ne jamais fermer les yeux sur l'injustice, qu'elle soit dans mon quartier ou à l'autre bout du monde. De Sophie devient la nôtre, un carburant pour l'action. En conclusion, l'histoire de Sophie Duval est un miroir de nos failles et de nos espoirs. Elle nous apprend à transformer la douleur en art, à persévérer contre vent et marée, à construire des alliances solides et à utiliser nos talents pour un monde plus juste. Appliquons ces leçons. Trouvons notre musique intérieure, soutenons les faibles et luttons sans relâche contre l'injustice. Que chaque note de notre vie soit un cri pour la liberté et l'égalité, comme Sophie l'a fait. Montrez votre soutien. Likez cette vidéo pour amplifier son message. Partagez-la pour que le monde entende ce cri de justice. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire de résilience et de triomphe. Dans les commentaires, écrivez « Justice pour les oubliés » pour rejoindre ce mouvement d'espoir et de changement. Ensemble, faisons en sorte qu'aucun enfant ne soit plus jamais effacé. L'histoire de Sophie Duval, cette enfant orpheline qui, contre vents et marées, a transformé sa douleur en une symphonie de justice et de résilience, est plus qu'un simple récit, c'est un cri du cœur qui résonne profondément dans la culture française, où l'art, l'émotion et la quête d'égalité sont des piliers fondamentaux. Cette saga, tissée de fer noir, de kitsch-tin et d'espoir, nous confronte aux pires facettes de l'humanité. L'indifférence des élites, la corruption des systèmes, la trahison familiale, mais aussi à sa capacité à se relever, à créer et à changer le monde. En tant que Français, attachés à l'idéal de liberté, égalité, fraternité, l'histoire de Sophie nous bouleverse, nous met en rage, mais surtout nous inspire à agir. Voici mes réflexions approfondies sur cette épopée, suivies des leçons que nous pouvons appliquer dans nos vies quotidiennes, et un appel vibrant à rejoindre ce mouvement d'espoir en soutenant cette chaîne qui donne voix aux oubliés. D'abord, l'histoire de Sophie expose une vérité brutale. Le monde peut être d'une cruauté insupportable envers les plus vulnérables. Les rires moqueurs des invités au Meurice, les coups infligés par Madame Leclerc, les mensonges d'Édouard et de Lambert, et l'indifférence d'un système bureaucratique corrompu révèlent une société où le pouvoir et l'argent écrasent les innocents. Cette injustice me révolte au plus haut point, car elle heurte l'âme française, façonnée par des siècles de lutte pour la justice sociale, des barricades de 1789 aux manifestations modernes pour les droits humains. Sophie,
en jouant Chopin avec une perfection qui a réduit les cyniques au silence, a transformé sa douleur en une arme artistique. Cette capacité à sublimer la souffrance en beauté est une leçon universelle. Dans nos vies, face aux épreuves, qu'il s'agisse de deuil, de trahison ou de revers professionnels, nous devons trouver un exutoire créatif. En France, où l'art est une religion, que ce soit la peinture de Monet, la prose de Hugo ou la musique de Debussy, cette idée est sacrée. Pour moi, cela signifie écrire des poèmes pour exorciser mes chagrins ou m'impliquer dans des projets communautaires pour donner un sens à mes luttes. Sophie m'enseigne que chaque blessure peut devenir une œuvre, chaque cri une mélodie qui touche les cœurs. Ensuite, la persévérance de Sophie face à des obstacles apparemment insurmontables est une source d'inspiration inépuisable. Malgré les années de faim, de froid, de coups et de menaces, elle n'a jamais renoncé à la musique, ce fil d'Ariane qui la reliait à son père et à son identité. Cette ténacité incarne un trait profondément français, la résilience face à l'adversité, comme nos ancêtres l'ont montré lors des révolutions ou des résistances face à l'oppression. Sophie, à 9 ans, affamée et méprisée, a trouvé le courage de demander à jouer du piano contre un sandwich, un acte de bravoure qui défie l'imagination. La leçon ici est limpide. Dans nos vies, lorsque tout semble perdu, un échec professionnel, une rupture, une injustice sociale, nous devons nous accrocher à ce qui nous définit. Pour moi, cela signifie persévérer dans mes passions, qu'il s'agisse d'écrire, d'enseigner ou de défendre une cause, même lorsque les cyniques ou les obstacles semblent insurmontables. Sophie m'a appris que la victoire réside dans le refus de capituler, dans la foi en notre propre lumière intérieure, même dans les ténèbres les plus épaisses. Un autre aspect bouleversant est la solidarité qui sauve Sophie. Marie-Laurent, François, Ivan Petrov et Lucas forment une famille choisie, un rempart contre les traîtres et les systèmes corrompus. Dans la culture française, où l'amitié et la communauté sont des valeurs cardinales, pensez au café parisien où les idées s'échangent, ou aux mouvements citoyens comme les Gilets jaunes, cette solidarité est un rappel vibrant que nous ne sommes jamais seuls si nous tendons la main. Marie, en adoptant Sophie, François, en risquant sa carrière pour exposer la vérité, et Lucas, en partageant ses propres blessures des rues, montre que l'union fait la force. La leçon pratique est de cultiver des relations authentiques et d'être, à notre tour, des alliés pour les opprimés. Dans ma vie, cela se traduit par du bénévolat auprès d'associations comme Secours Populaire, qui aident les jeunes en difficulté, ou par des discussions ouvertes avec des amis pour surmonter les épreuves ensemble. Sophie me rappelle que chaque enfant, chaque personne marginalisée, mérite un champion, et que nous pouvons tous jouer ce rôle, même à petite échelle. L'impact de Sophie sur le monde peut être la leçon la plus puissante. En fondant l'école Pierre Duval, en composant des œuvres qui mêlent l'élégance classique à la rage des rues, en organisant des concerts pour les oubliés, elle a transformé sa l'indigné en un mouvement mondial. Cette idée, profondément enracinée dans la tradition française où l'art est un moteur de progrès social, pensée à Émile Zola dénonçant l'injustice dans J'accuse, est révolutionnaire. Sophie prouve que la vengeance la plus puissante n'est pas la destruction, mais la création. Construire un monde où aucun talent n'est étouffé par la pauvreté ou la corruption. Pour moi, cela signifie utiliser mes compétences, même modestes, pour contribuer au bien commun, rédiger des articles pour sensibiliser, enseigner à des jeunes défavorisés, ou simplement écouter ceux que la société ignore. Sophie m'inspire à voir chaque action, aussi petite soit-elle, comme une note dans une symphonie plus grande pour la justice. Cependant, cette histoire suscite une indignation qui ne s'éteint pas. Comment une société moderne, en France, berceau des droits humains, peut-elle encore permettre des abus comme ceux subis par Sophie? Les enfants oubliés dans des foyers, les bureaucrates corrompus, les élites indifférentes, ces réalités persistent, et elles me mettent en rage. Cette l'indignée m'incite à rester vigilant, à questionner les autorités, à soutenir des politiques de réforme sociale et à ne jamais fermer les yeux sur l'injustice, qu'elle soit dans mon quartier ou à l'autre bout du monde.
Sophie nous enseigne que la colère, lorsqu'elle est canalisée, devient un carburant pour le changement. Dans ma vie, cela signifie m'informer, voter avec conscience et participer à des pétitions ou des manifestations pour défendre les droits des plus faibles. La France, avec son histoire de révolte pour la justice, nous appelle à agir ainsi. En appliquant ces leçons, je vois un chemin clair. Transformer mes propres douleurs en actions positives, persévérer dans mes rêves malgré les obstacles, entourer ma vie de personnes solidaires et utiliser mes talents pour construire un monde plus juste. Sophie Duval est un miroir de nos failles et de nos espoirs, un rappel que l'art et la compassion peuvent renverser les systèmes oppressifs. Que chaque Français, chaque personne touchée par cette histoire, prenne exemple sur elle pour faire entendre sa voix, soutenir les oubliés et refuser l'indifférence. Si l'histoire de Sophie Duval vous a ému, enragé ou inspiré, rejoignez ce mouvement pour la justice. Likez cette vidéo pour amplifier son message, partagez-la pour que le monde entende ce cri d'espoir, et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de résilience et de triomphe qui secouent l'âme. Dans les commentaires, écrivez « Justice pour les oubliés » pour montrer que vous vous tenez aux côtés des opprimés. Ensemble, faisons en sorte qu'aucun enfant, aucun talent, ne soit plus jamais effacé par l'injustice.